131 000 bitcoins. Et ça, accumulé dès les tout premiers jours de l'existence de la crypto-monnaie. On parle aussi de 240 millions de dollars de ventes totalement dissimulées aux autorités. Ouais. Et un yacht estimé à la bagatelle de 70 millions de dollars. 70 millions, c'est fou. Sans oublier, bien sûr, une facture finale de 48 millions de dollars réclamée et d'ailleurs obtenue par le fisc américain. Exactement. Ces chiffres, franchement, ils donnent littéralement le vertige. Bah oui, complètement. Mais au-delà de leur démesure, en fait, ils résument la trajectoire et peut-être même la chute d'un seul homme, Roger Ver, celui que toute l'industrie a longtemps surnommé Bitcoin Jesus. C'est ça. Et notre source unique aujourd'hui, c'est une enquête exclusive, vraiment massive et absolument fascinante, qui a été publiée par Blox News à la fin février 2025. Une enquête qui dépasse de très loin le simple fait divers financier. On est d'accord? Ah mais totalement. Ce que Block News a documenté, c'est pas juste un redressement fiscal classique. L'objectif de notre analyse aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre l'un des paradoxes les plus monumentaux de l'histoire technologique récente. C'est-à-dire? Eh bien, nous allons examiner comment l'architecte principal d'une promesse de liberté absolue, un homme qui prêchait une économie totalement hors du contrôle de l'État et des banques centrales, a fini par utiliser les rouages politiques les plus traditionnels, les plus coûteux et les plus centralisés du système. Juste pour sauver sa propre peau. Exactement, pour sauver sa peau. Bon, décortiquons tout ça. C'est vraiment une collision frontale entre une idéologie radicale et, disons, la réalité très brutale du pouvoir étatique. Voilà. Mais pour comprendre comment on en arrive à payer des lobbyistes à Washington, il faut revenir au point de départ. L'enquête de Block News nous replonge au tout début des années 2000. À l'époque, Roger Ver évolue à Santa Clara, en Californie. La Silicon Valley, quoi. C'est ça. C'est un entrepreneur de la Silicon Valley, fondateur d'une entreprise de composants informatiques qui s'appelle MemoryDealers.com. Jusque-là, franchement, le profil ultra classique du passionné de hardware. Sauf qu'un détail dans l'article annonce déjà la couleur. Une relation, disons, très personnelle avec la loi. un détail qui l'a quand même conduit derrière les barreaux. En 2001, il est arrêté par les autorités fédérales. Et attention, pas pour une obscure fraude informatique, non, pour la vente d'explosifs sur eBay. Des explosifs. Et vendus sous un nom mais merveilleusement bureaucratique, Pest Control Report 2000. En gros, des pétards agricoles surpuissants, envoyés par la poste sans aucune autorisation. Et le contexte chronologique est crucial ici. On est en 2001, donc quelques mois seulement après les attentats du 11 septembre. Ah oui, l'appareil sécuritaire américain est tendu à l'extrême. C'est ça, alerte maximale. Donc la vente non régulée d'explosifs sur Internet s'est traitée avec une sévérité absolue. Il plaide coupable et il purge une peine de 10 mois de prison fédérale. Et ce qui est fascinant ici, c'est que l'enquête de Block News met en lumière, à travers cet épisode, l'émergence de sa grille de lecture morale. Une grille de lecture très spécifique, très spécifique. Dès le début, il perçoit les régulations fédérales non pas comme des lois légitimes, mais en fait comme des obstacles arbitraires, des contraintes imposées par une entité coercitive, à savoir l'État. Et cette vision du monde, elle va trouver son réceptacle technologique parfait une décennie plus tard. En 2011, là c'est la révélation. Il découvre Bitcoin. Le coup de foudre idéologique. L'article le décrit exactement comme ça. À ce moment-là, la plupart des gens ignorent jusqu'à l'existence du mot blockchain. Mais lui, il en comprend immédiatement le potentiel disruptif. Il achète des dizaines de milliers de bitcoins quand ils ne valent que quelques cents. Rien du tout. Et il va même plus loin, il force l'intégration de cette monnaie sur son site Memory Dealers est en fait l'une des toutes premières entreprises au monde à accepter les paiements crypto. C'est là qu'il ne se contente plus d'investir. Il l'évangélise. Et c'est vraiment là que le surnom de Bitcoin Jesus prend tout son sens. Il finance des startups, il parcourt les conférences partout dans le monde, il distribue littéralement des bitcoins gratuits aux gens pour leur démontrer la fluidité du réseau. Ouais, il prêchait la bonne parole en fait. Exactement. Mais comme le souligne brillamment l'article, il ne vendait pas juste une technologie de registre distribué. Il vendait une promesse politique. La promesse que les gouvernements, que les banques centrales et tous les intermédiaires financiers n'auraient plus jamais, au grand jamais, de droit de regard sur la richesse individuelle. Une promesse de sécession numérique. Sauf que, pour échapper physiquement à l'État dans le monde réel, il faut prendre des mesures draconiennes. Et c'est ce qui nous amène à l'année 2014. C'est là que commencent les véritables ennuis,
très bien documenté par Block News, Roger Ver prend la décision radicale de renoncer officiellement à sa citoyenneté américaine. Il s'exile. Voilà, il s'installe d'abord à Saint Kitts et Nevis. Alors, un choix de destination qui n'a absolument rien de fortuit, on est bien d'accord. Pour quiconque suit un peu l'actualité des juridictions offshore, Saint Kitts et Nevis, c'est un État qui offre des conditions fiscales extrêmement avantageuses. Pas d'impôt sur le revenu, pas d'impôt sur les plus-values. Le paradis, quoi. C'est ça. Ensuite, il finit par s'établir à Tokyo. Mais en fait, c'est précisément là que l'idéologie libertarienne se heurte au mur implacable du droit fiscal américain. L'Internal Revenue Service, le fameux IRS. Parce que renoncer à son passeport américain, c'est pas juste rendre un bout de papier au guichet. Il y a un mécanisme légal très spécifique et, on peut le dire, particulièrement agressif qui s'enclenche, non? Ah, redoutable, oui. C'est ce qu'on appelle l'exit tax, la taxe d'expatriation. Il faut savoir que les États-Unis sont l'un des très rares pays au monde à baser leur imposition sur la citoyenneté et non sur la résidence. D'accord. Donc, quand un citoyen fortuné décide de rendre son passeport, l'IRS considère sur le plan purement fiscal que cette personne a liquidé l'intégralité de ses actifs mondiaux la veille de son renoncement. Attends, donc, techniquement, on est imposé sur des plus-values latentes, sur de l'argent qu'on n'a même pas encore converti en dollars réels. Exactement. Et c'est là que la ligne rouge est franchie par Roger Véran. Au moment de son expatriation en 2014, l'enquête révèle qu'il détenait personnellement plus de 131 000 bitcoins. 131 000. À l'époque, cette montagne de crypto était évaluée à peu près à 73,7 millions de dollars. Et la loi exigeait qu'il déclare cette valeur et qu'il paye l'impôt correspondant sur la plus-value de sortie. Sauf qu'il ne l'a pas fait. L'article de Block News dévoile le chiffre exact qu'il a inscrit sur sa déclaration officielle à l'IRS pour ses avoirs personnels en crypto-monnaie. Ce chiffre, c'est 0. 0. Ce qui est d'une audace folle, franchement. Surtout quand on sait que l'architecture même de Bitcoin, c'est un registre public. Les portefeuilles de cette envergure, ils sont scrutés par toute la communauté. L'enquête expose d'ailleurs très bien les deux grilles de lecture autour de ce chiffre. Vas-y. D'un côté, l'accusation y voit une dissimulation pure, simple et totalement intentionnelle, le mensonge fiscal le plus effronté de l'histoire des cryptos. Mais de l'autre côté, la défense a longtemps plaidé la confusion comptable. Ils affirment que ces bitcoins étaient en fait entremêlés avec les actifs de ces sociétés et qu'ils n'étaient pas détenus à titre strictement personnel. Mais quelle que soit l'interprétation qu'on choisit, le résultat à la fin, c'est que le fisc américain était privé de dizaines de millions de dollars. Et pendant que l'IRS commence, dans l'ombre, à remonter la piste de ses portefeuilles, on avance vers 2017. Ah, 2017. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que l'enquête de Block News montre que Roger Ver ne va pas seulement entrer en guerre contre l'État américain, il va déclencher une véritable guerre civile au sein même de sa propre communauté. La fameuse guerre de la taille des blocs. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la blockchain, 2017, c'est l'année du grand schisme. L'article utilise une métaphore religieuse qui est super pertinente. C'est un peu comme si le pape, au sommet de son influence, claquait la porte du Vatican pour aller fonder une église concurrente juste de l'autre côté de la rue. C'est exactement ça. En gros, la discorde portait sur l'évolution technique du réseau. D'un côté, on avait ceux qui voulaient garder les blocs de 1 mégaoctet pour privilégier la sécurité, faire de Bitcoin une réserve de valeur, un or numérique. Et de l'autre côté, Roger Ver et ses alliés, eux, ils militaient pour des blocs beaucoup plus grands pour pouvoir traiter plus de transactions à moindre coût. Leur vision, c'était vraiment de préserver l'idée d'une monnaie d'échange quotidienne. Voilà. Et face au blocage total entre les deux camps, la chaîne s'est divisée, c'est la naissance de Bitcoin Cash. Et c'est précisément à ce moment-là que le surnom de Bitcoin Jésus se transforme en épithète de traître pour une grande partie de la communauté, ce qu'on appelle les maximalistes. Mais le vrai problème que soulève l'enquête, il n'est pas seulement philosophique, il est profondément éthique. Parce qu'il contrôlait le nom de domaine bitcoin.com. Exactement. Et il l'a utilisé comme une arme. L'article détaille comment l'interface du SIC a été modifiée. On avait des investisseurs novices complètement attirés par la flambée des prix de 2017 qui arrivaient sur bitcoin.com en pensant acheter la crypto-monnaie mère, le vrai Bitcoin. Et ils se retrouvaient en réalité à acheter du Bitcoin Cash, la version soutenue par Ver. La confusion était totalement entretenue. Entretenue. Et cette période de chaos total sur les marchés s'avère être un écran de fumée parfait pour lui. Parce que pendant que tout le monde s'écharpe sur Twitter ou Reddit autour de la taille des blocs, que fait Roger Ver en coulisses?
Les documents judiciaires cités par Block News sont implacables. Il liquide massivement ses positions. Il vend pour 240 millions de dollars de crypto-monnaies via ses différentes entités. 240 millions. Ouais. Et il transfère ses fonds directement vers des comptes bancaires personnels. Et sur sa déclaration d'impôt pour cette année faste, toujours rien. Absolument aucune déclaration de ces 240 millions de dollars de revenus. Le contraste est vertigineux. Comme le souligne très bien l'article, on a un homme qui le jour est sur scène dans des conférences géantes à Tokyo, prêchant la transparence absolue de la blockchain et la pureté d'un système sans confiance requise, et la nuit... La nuit, il orchestre des montages financiers complexes pour cacher $250 million au fisc américain. C'est ce que l'enquête appelle une cohérence dans l'incohérence. Mais le grand problème avec la blockchain, c'est qu'elle n'oublie jamais. Les transactions de 2017, même dissimulées derrière des sociétés écrans, elles laissent des traces immuables. Et l'IRS s'était armé de nouveaux outils d'analyse très puissants et a pris le temps de démêler tous les chevaux. Ce qui nous mène tout droit à la chute. Et là, le décor change radicalement. On est à Madrid, au printemps 2024. Le ton de l'article bascule vraiment dans le thriller juridique. Fin avril, Roger Ver est en Espagne. Il est invité pour prendre la parole dans une énième conférence crypto. Mais cette fois, le couperet tombe. L'arrestation. Des agents des forces de l'ordre espagnoles qui agissent sur un mandat d'arrêt international émis par le DOJ, le département de la justice américain, l'interpellent. Et l'acte d'accusation qui est dévoilé à ce moment-là est d'une lourdeur, mais écrasante. On ne parle plus du tout d'une petite omission fiscale ou d'un simple retard de paiement. Le DOJ aligne 8 chefs d'inculpation majeurs. 3 pour fraude postale, 2 pour évasion fiscale et 3 pour la production de fausses déclarations fiscales. En cumulant les peines maximales théoriques, la menace s'élève à plus de 100 ans de prison fédérale. 100 ans, ouais. Et ce qui rend le dossier du DJS si solide selon l'enquête de Block News, ce ne sont pas seulement les analyses poussées de la blockchain, ce sont ses communications internes. Les procureurs ont mis la main sur des emails qui prouvent que Ver ne se contentait pas de mentir à l'IRS, il manipulait activement et délibérément ses propres avocats et ses cabinets comptables. Il compartimentait l'information, en fait. C'est ça. Pour que même ses propres conseillers juridiques ne puissent pas avoir une vue d'ensemble de ses avoirs réels. D'ailleurs, il y a ce détail fascinant rapporté par Block News juste avant son arrestation, un tweet assez cryptique posté par Ver lui-même. Ne vous attendez pas à ce que des gens mauvais fassent de bonnes choses. Un pressentiment peut-être ? Ouais. Avec le recul, ça sonne vraiment comme la réalisation soudaine que le filet fédéral s'était définitivement refermé sur lui. Sans compter, et ça c'est une image complètement surréaliste évoquée pendant les audiences de mise en liberté sous caution, les autorités américaines exprimaient une crainte très sérieuse de le voir prendre la fuite en haute mer. Ah oui, le yacht. Oui, parce que ils avaient identifié l'existence d'un yacht flambant neuf estimé à 70 millions de dollars qui lui appartenait. Le grand pionnier de la monnaie numérique décentralisée, soupçonné de préparer une cavale digne d'un oligarque traditionnel, c'est fou. Mais c'est la parfaite illustration du point de rupture de sa trajectoire. L'étau pénal classique était resserré au maximum. Et c'est précisément à ce moment de l'histoire, face à l'impossibilité totale de gagner sur le terrain technique ou purement juridique, que la stratégie de défense va opérer un pivot total. L'enquête démontre de manière limpide comment l'affaire cesse d'être un dossier fiscal pour devenir une véritable opération politique à Washington. Alors, la petite pause, c'est le moment de rappeler très clairement que, dans ce décryptage, on se contente de rapporter les faits établis par l'enquête de Block News. Tout à fait. Le but n'est ni de cautionner, ni de critiquer les acteurs politiques impliqués, qu'ils soient de gauche, de droite, peu importe. L'objectif, c'est vraiment d'analyser factuellement la stratégie de défense de Roger Ver. C'est essentiel de le préciser. Donc, selon Block News, le paysage politique américain va lui offrir une fenêtre de tir complètement inespérée. L'élection présidentielle de novembre 2024 redessine les équilibres de pouvoir. Et plutôt que de continuer à contester l'analyse des portefeuilles Bitcoin par les experts du DOJ, la défense de Roger Ver va directement cibler l'architecture du pouvoir judiciaire. Et la méthode est documentée avec une grande précision. Il commence par restructurer totalement son équipe légale en engageant Chris Kiss. Alors, ce n'est pas un choix anodin. Chris Keyes, c'est un ancien avocat de Donald Trump, quelqu'un de profondément ancré dans l'écosystème politique de la nouvelle administration présidentielle. Et ça va plus loin. L'investissement le plus spectaculaire révélé par l'article, c'est le versement de 600 000 $ à Roger Stone, un vétéran des campagnes politiques, une figure hyper influente de Washington. Et il est mandaté spécifiquement pour exercer un lobbying agressif auprès des membres du Congrès. Et ces centaines de milliers de dollars, ils sont injectés pour transformer la perception même de l'affaire. La stratégie médiatique se déploie à grande échelle autour d'un concept très à la mode, le lawfare. L'utilisation de la justice comme arme politique.
Exactement. L'idée que le système judiciaire le persécute politiquement. L'objectif de Vero, c'est de ne plus être perçu comme un multimillionnaire qui a dissimulé 240 millions de dollars, mais plutôt comme un martyr de la liberté financière attaqué par un État profond hostile à la crypto. Et c'est une stratégie qui s'appuie sur des relais médiatiques super puissants. L'enquête liste ses apparitions. Il est reçu longuement par Tucker Carlson, il participe à l'émission de Charlie Kirk, en arborant de manière très théâtrale un ruban adhésif rouge vif avec le mot Censored sur la bouche. Des influenceuses politiques de premier plan comme Laura Loomer prennent aussi publiquement sa défense sur les réseaux sociaux. Elles valident totalement la thèse d'une vendetta politique du DOJ contre lui. Et Block News analyse l'efficacité de cette campagne avec beaucoup de froideur. Parce que la pression médiatique et le lobbying direct finissent par produire des effets tangibles au cœur même du département de la justice. En octobre 2025, la dynamique du dossier s'inverse complètement. De nouveaux responsables nommés au DJA prennent directement la main sur l'affaire. Et la décision qui suit, il faut le souligner, est rarissime dans ce type de procédure. Les procureurs de carrière, ceux qui avaient passé des années à retracer les flux obscurs sur la blockchain, à compiler les fameux emails internes prouvant la manipulation, ils sont purement et simplement écartés du processus décisionnel. Mis sur la touche. Totalement. La voie est libre pour négocier un accord à l'amiable, ce qu'on appelle un accord de poursuite différé. Un dénouement qui cristallise toute la thèse de l'enquête. L'accord est finalement signé. Roger Ver accepte de payer les 48 millions de dollars qu'il doit à l'IRS. Donc, d'un point de vue purement comptable, le fisc récupère sa mise. L'argent est là ? Oui, mais c'est la concession sémantique accordée par le DOJ qui est stupéfiante. Block News révèle que les termes de l'accord stipulent explicitement que le mot « fraude », oui, le mot « fraude » est banni de tous les documents légaux finaux. Et l'effacement de ce mot, ça vaut de l'or. Dans le monde des affaires, et particulièrement dans la haute finance, avoir une condamnation avec le mot « fraude », ça vous ferme définitivement l'accès aux services bancaires, aux partenariats institutionnels, aux conseils d'administration. C'est la mort sociale et financière. Donc, en négociant la suppression de ce terme, il sauve son business. Exactement, il préserve sa capacité à opérer dans l'économie légale et traditionnelle. L'enquête de Block News souligne d'ailleurs qu'il s'agit de la seule poursuite fiscale de cette ampleur à avoir été neutralisée de cette manière spécifique au cours de cette période. C'est un traitement véritablement sur mesure. Rendu possible uniquement par l'activation de ces leviers politiques qu'il a payés. C'est ça. En prenant un peu de recul sur l'ensemble de cette analyse, franchement, l'ironie qui se dégage des révélations de Block News est d'une ampleur vertigineuse. Complètement. On a l'histoire d'un homme qui a bâti toute sa légende, sa fortune, son influence, en dénonçant la corruption inhérente aux États centralisés. Un évangéliste qui promettait que la cryptographie allait rendre les politiciens et l'argent fiat, l'argent traditionnel, totalement obsolètes. Mais pourtant, lorsque l'étau s'est refermé sur lui, la blockchain ne lui a été d'absolument aucun secours. Pour éviter de passer le reste de sa vie dans une cellule fédérale, il n'a pas utilisé des satoshi ou des contrats intelligents. Non, il a utilisé la méthode la plus ancienne, la plus conventionnelle du monde financier. Il a mobilisé des dollars américains bien réels, des valises de billets en quelque sorte, pour s'offrir les services des lobbyistes et des politiciens les plus intégrés à la machine étatique qu'il prétendait mépriser. L'idéalisme des premiers jours a complètement volé en éclats face à la réalité d'une centaine d'années de prison pour laisser place à un pragmatisme implacable. Ce que démontre cette enquête, au fond, c'est que l'accès à une justice négociable reste le privilège ultime des ultra-riches. Et ce, peu importe la technologie sur laquelle leur fortune est bâtie. Une affaire qui invite incontestablement ceux qui nous écoutent à reconsidérer la manière dont les très grandes fortunes technologiques interagissent avec les lois, avec l'État. Et je dirais même que ça amène une réflexion fondamentale qui prolonge l'analyse de l'article. La promesse initiale de cette technologie, en 2009 avec Bitcoin, c'était l'avènement d'un monde trustless. Sans confiance requise. Exactement. Un système où les mathématiques et le code informatique, par nature impartielle, viendraient remplacer le besoin de faire confiance aux humains, éliminant ainsi le favoritisme, les passe-droits, la corruption. C'était la théorie. C'était la théorie. Mais, en observant comment les immenses richesses générées par cette innovation ont été utilisées par Vero pour acheter de l'influence politique et tordre le bras du système judiciaire, on peut se poser une question complexe, presque provocatrice pour l'audience. Si les acteurs qui contrôlent ces nouveaux capitaux reproduisent les comportements exacts des élites financières traditionnelles,
La technologie seule peut-elle vraiment décentraliser le pouvoir? Ou finit-elle toujours, inévitablement, par recréer les hiérarchies exactes que l'on cherchait justement à fuir et à détruire? Excellente question. De quoi nourrir profondément la réflexion de chacun d'entre nous jusqu'à notre prochaine plongée au cœur de ces systèmes complexes. Merci d'avoir suivi cette analyse détaillée de l'enquête exclusive de Block News et à très bientôt pour un nouveau décryptage des grands enjeux technologiques et financiers.